Bon, allez, je vais commencer. Merci d'être là, j'espère que ça va bien. Moi, ça va à peu près. Aujourd'hui, ce matin, on va parler un peu de l'application Velero, toute la partie backup dans le cluster Cube. Donc, ceux qui n'ont jamais fait de Cube, désolé pour vous, parce qu'il y a beaucoup de concepts sur lesquels on va parler là avec. Petite présentation, donc je m'appelle Rémi Vercher, je suis consultant Cloud Native, etc. chez Accenture, une petite PME de 700 000 personnes à peu près. Je suis plutôt au profil Ops, infra, j'aime bien les devs, donc je me définis comme quelqu'un qui aide les devs à mettre en prod et faire en sorte que ça reste en prod correctement. J'ai 4 petits-enfants et j'ai autant de certifs Cube que d'enfants, pour la blague. Vous allez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le nick handle rvercher et cette présentation et d'autres que j'ai pu faire sur présentation.vercher.fr. Donc il y a 2 mots à retenir aujourd'hui ce matin, c'est les backups et cubes. Alors je vous avoue, moi le backup c'est pas trop mon truc. Je suis pas très fan, par contre je suis encore moins fan de faire de la restauration. Donc avec ce talk, je vais essayer de vous donner quelques clés pour faire des backups propres sur Cube. Et voilà, je me suis mangé quelques murs ces derniers temps, donc l'idée c'est que vous ne preniez pas ces murs-là. On va me dire, mais ok, en fait je suis arrivé chez Accenture il y a 1 an et demi maintenant, j'ai eu à gérer des clusters en production et faire des backups. Puis je me dis, mais pourquoi on ferait des backups sur Cube finalement Enfin, je sais pas, normalement, toutes les applications, c'est du stateless. Ben voilà, on a du GitHub, du CI/CD, des trucs, enfin, c'est automagique, ça se remet tout en place automatiquement. Donc finalement, le backup, on s'en fiche un peu, quoi. Sauf que dans la vraie vie, il y a des gens qui mettent des applications stateful. Il y en a qui veulent faire un peu du PRA, de la reprise d'activité, qui veulent pouvoir migrer leurs données et répliquer ce genre de choses. Enfin bon, il y a plein d'exemples qui font que ça peut être utile de faire du backup. Donc dans un environnement Cube, en fait, quand je suis arrivé sur ma mission actuelle, voilà, on m'a dit, il y a plein d'outils, c'est super. Il y en a un qui est pas mal, c'est Velero. Alors il y en a d'autres. Vous avez Vim, je crois, en haut avec Aston. Enfin, il y a d'autres produits. Celui qu'on retrouve le plus souvent, c'est Velero. On me dit, c'est génial. Alors, tu installes Velero, tu fais un Velero backup, c'est automagique. Sauf que bon, j'y croyais pas trop. Bref. Donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait, les how-to sur Internet, comment ça se passait. Et puis bon, je me suis renseigné sur Velero. Donc Velero, c'est quoi? C'est un outil qui sort depuis 2017, donc c'est très 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 vieux. Ça frise un peu, non? Ça a été racheté par VMware, enfin, Edtio, la boîte qui fait Velero, a été rachetée par VMware en 2018. Ça a été intégré à l'offre Tanzu et aujourd'hui, alors où je vous parle, c'est en version 1.10.0. Enfin, j'ai vérifié hier soir, normalement on est bon. Comment ça marche, Velero? C'est assez simple, en fait, ça fait la sauvegarde de toutes vos ressources Cube et ça va les exporter ailleurs. Ça permet de faire de la réplication, de la migration de données si besoin. Et tout ça, c'est fait avec des ressources custom qu'on va retrouver dans votre cluster, qui vont définir qu'est-ce qu'on sauvegarde, comment, où, à quelle fréquence, etc. Donc tout ça, c'est avec des CRD pour ceux qui font du cube. Au niveau des composants, on va avoir 2 composants principaux. Un serveur, enfin un contrôleur dans le cluster cube qui va regarder ce qui se passe un peu et qui va déclencher des actions de backup, de restore en fonction de ce qu'on dit. Et un client qui est installé en ligne de commande sur le poste de l'admin ou ailleurs, si vous voulez discuter avec. Schématiquement, ça va ressembler à ça. Donc, moi, je suis là. Je décide de faire un backup. J'envoie ça sur le cluster. Le backup controller ici va récupérer tout ça et fait ses backups. Bon, j'enchaîne. Pour l'installation, là, chez mon client, aujourd'hui, on utilise beaucoup de chart Helm. Donc, Velero s'installe avec un chart Helm. Voilà, Helm Repoad, etc. En local, à titre perso, moi j'utilise l'outil ASDF, donc je vous invite à regarder ça. Voilà, j'installe, c'est super, Velero version, j'arrive à discuter avec mon serveur, on est sur la bonne version, en avant. Maintenant, comment on va créer notre premier backup? Donc il y a plein de tutos sur Internet, des vidéos, des trucs, mais c'est assez simple, SIST, si je permets. Parmi ces informations-là, vous avez le bouquin d'Aurélie Vache, Understanding Kubernetes in a Visual Way, qui vous explique un peu comment ça marche. Donc simple, Velero Backup, Create My Backup. Ok, c'est parti. Il y a d'autres options, on peut aller un peu plus loin, on peut sélectionner des ressources, on peut exclure des ressources, etc. On peut faire des schedules en bas, la Velero Schedule. Donc ça, c'est pas mal. Et puis c'est à peu près tout ce qu'on va retrouver sur les how-to sur le net.
Ce qu'il y a, c'est que moi, aujourd'hui, je suis un peu de prod. Bon, c'est assez limité, mais bon, j'ai besoin d'avoir quelque chose de consistant. Et j'ai un passif d'admin 6 avec d'autres outils de backup, voilà, du Vim, du backup PC, du Bakula, tous ces trucs-là. Je me dis, c'est quand même c'est un peu trop simple à mon goût. Donc, allons voir un peu ce qui se passe. Petite mise en situation. Aujourd'hui, mon client, c'est un contexte français, donc il a plusieurs clusters chez OVH. À savoir OVH dessous, on l'a vu à la keynote, aujourd'hui c'est pas mal d'OpenStack avec du Cinder et du Swift pour la partie stockage. C'est plein d'applications un peu hétérogènes. Les outils pour gérer l'infra, c'est majoritairement des solutions open source. Et il a besoin de backup de ses données, notamment faire ça du stockage assez loin de ses clusters, ce qui est normal, pour pouvoir éventuellement repartir ailleurs. Répliquer les données sur des clusters de test pour tester les mises à jour, les choses comme ça, ou justement tester aussi le PRA. Et voilà ce que je disais, aller sur un autre cloud provider. Un petit contexte applicatif. Donc bon, il y a plein d'applications qu'on peut sauvegarder. Là, pour l'exemple, je vais prendre Nextcloud. Donc ok, on est sur du how-to, mais bon, ce qui est intéressant avec Nextcloud, c'est qu'elle est assez complète sur ce qu'on peut sauvegarder. On a une base de données, des données statiques. On a du cache Redis, et puis tout le pôle autour quand on déploie ça sur Cube. Voilà un peu tout ce qu'on peut avoir sur un déploiement Cube avec le chart Helm de Nextcloud. Donc maintenant, comment on va sauvegarder un peu tout ça, comment on va le restaurer. Et c'est là que commence un peu l'aventure. Donc je suis un peu les how-to, ok, Velero, je crée mon backup. Là, aujourd'hui, comment je travaille, on a une application par namespace, donc je vais sauvegarder l'ensemble de mon namespace. Je vois l'état de mon backup, nickel, tout va bien, completed. Bon, je suis un malin, moi, je teste la restauration quand même. Je veux dire, qui ne teste pas de restauration Donc je le restaure, on me dit, ok, super, tout va bien, là. Je sais pas où est-ce que c'est, il dit completed, parfait, tout va bien. Mais je vais un peu plus loin, je reviens sur mon application, et là, premier fail. C'est qu'en fait, j'ai des trucs sauvegardés, mais j'ai pas tout qui est restauré. Parce que par défaut, il y a les ressources cubes, mais il n'y a pas les données sauvegardées. Donc j'allais un peu plus, je vais vous expliquer un peu comment on va travailler avec ces données-là, avec des snapshots, des volumes persistants. Donc Velero, il y a deux parties dans Velero. Première partie, toute la partie objet cube. Donc ça, on fait des manifestes YAML, c'est pas grand-chose. On les récupère, on le met sur un bucket S3 ailleurs. Pour les données persistantes, on a deux possibilités. Première chose, ça sera les snapshots. Donc en fait, on va s'appuyer sur votre cloud provider, je vais y arriver, et on va faire des snapshots de vos volumes. Il y a deux moyens, soit on va taper l'API du cloud provider, soit on va aller taper dans la CSI, donc le driver de stockage de votre cluster, qui lui va faire la même chose côté API. Donc ça c'est valable depuis la version 1.4 et c'est ma méthode préférée, sachant que voilà, côté OVH, sur du Cinder, ça fonctionne. Pour l'autre possibilité, c'est de faire de l'export de données ailleurs sur du bucket S3, donc avec du Swift chez OVH, ça fonctionne. Là-dessus, on va utiliser au choix deux outils, soit Restic, soit Copia, et non Copia qui a été mis en place depuis la version 1.10, donc ça date vraiment de la fin d'année. Au niveau schéma, comment ça va marcher? Donc ici j'ai mon Velero qui tourne, il va sauvegarder tout ce qui est en rouge, là ça va être les objets cubes, hop, bucket S3. Toute la partie volume persistant qu'on a en vert ici, en fait on va aller taper dans l'API cube qui dira tiens, fais-moi un snapshot de ces volumes et c'est réglé. Pour configurer ça, donc là j'ai mon chart Helm Velero, je rajoute 2-3 options, j'active la CSI, j'active un plugin qui permet de faire la CSI, etc. Donc quand j'ai préparé cette conf, j'ai testé sur mon environnement perso pour être sûr que je ne dise pas de bêtises. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, je fais des snapshots. Ce qu'il y a, c'est qu'en général, on fait plusieurs backups. On va en faire des par jour, par mois, par semaine, etc. Donc j'ai testé ces fameux schedules. J'ai fait une fois, deux fois, puis au bout de 3 fois, ça ne marchait plus. Je ne comprenais pas. Donc on a cherché avec OVH, et en fait, il faut faire attention. C'est que selon le cloud provider que vous avez des limites sur le nombre de snapshots de vos volumes.
Donc quand vous êtes sur, enfin, je crois que ça a changé, mais je crois que vous aviez le droit à 20 snapshots sur du cluster OVH en perso. Donc attention à ça. Attention aussi, tout ce qui est snapshot, enfin moi je ne considère pas ça comme du stockage pérenne, parce que ça dépend vraiment de votre cluster. Pour l'autre partie, ce qu'on va appeler le file system backup avec Restic ou Copia, en fait, on va déléguer, enfin tout ça, ça va rester pareil, les volumes persistants, on va déléguer ça à des daemon sets. Alors moi, j'utilise Restic parce que Copia, c'est tout récent. Et en fait, il va faire une grosse archive et exporter ça sur du bucket S3. Toujours pareil, comment on l'active? Chart Helm, on dit tiens, je veux du Restic, j'ai le plugin, alors AWS pour gérer du S3 là-dessus, et en avant, ça part. Quand vous êtes avec du file system backup, il y a deux méthodes de sauvegarde, soit avec de l'opt-in ou de l'opt-out. Opt-in, ça va être en fait on sauvegarde aucun volume par défaut et on va dire explicitement dans chaque pod, on va mettre des annotations, je veux sauvegarder ce volume, ce volume, ce volume. À l'inverse, vous faire de l'opt-out, par défaut vous sauvegardez tous les volumes et ensuite on va dire celui-là je ne le veux pas, celui-là je ne le veux pas. Typiquement dans notre cas Nextcloud, je vais vouloir sauvegarder les données statiques, la base de données. Par contre le cache Redis, c'est pas forcément utile. Je vous parlais un peu de restauration, enfin j'ai parlé backup, maintenant j'ai parlé un peu restauration. Comment ça se passe? C'est quasiment la même chose. Donc on a toujours notre contrôleur qui vérifie ce qu'il y a sur le cluster. On donne l'ordre de restauration. Et puis il va faire les actions inverses. Avec quelques différences, notamment il va vérifier que les ressources peuvent aller sur le cluster cible. On peut faire un ordre de restauration. J'ai jamais eu besoin de le faire, mais bon, sachez que ça existe. Si vous voulez restaurer sur le même cluster, en fait, on peut changer de namespace. On peut faire changer de storage class, mais ça j'en parlerai plus tard. Il y a une espèce de monde incrémental aussi qui est possible, c'est-à-dire si vous avez déjà des ressources existantes, en fait, on fait une espèce de cube apply dessus pour les mettre à jour. Pour les données persistantes, c'est un peu différent. Si vous êtes juste snapshot, en fait, on va récupérer le snapshot directement et puis on va mapper la ressource sur ce snapshot-là. Si on est sur du file system backup, en fait, on va créer un nouveau volume et on va réhydrater la donnée depuis un bucket S3. Donc ça veut dire quoi, réhydrater la donnée de bucket S3? Donc moi j'aime bien aller chercher un peu plus que juste c'est super, ça marche. Quand on fait une restauration, on a un init container, je crois, je ne sais pas si on le voit ici. Voilà, Restic wait. En fait, Restic va démarrer, il va récupérer toutes les données. Le pod va démarrer avec un init container qui va attendre que toutes les données soient là, avec les beaux messages là, et une fois que toutes les données sont là, hop, il passe la main au suivant. Donc à votre application standard. J'ai parlé snapshot et file system backup, maintenant lequel on va utiliser. Donc j'ai entendu parler tout à l'heure de 3-2-1. Petit tableau comparatif entre l'un et l'autre. Bon, c'est rapide, c'est pas au même endroit, etc. Ça dépend de la classe de stockage. Voilà, ça c'est un peu au choix. Alors lesquels on prend? Petit rappel sur les règles 3-2-1, donc ça c'est des règles de base de backup. Il y en a d'autres, il y a 3-2-1-1, 3-2-2-1-1-0. L'idée c'est d'avoir 3 copies de la donnée. Si je ne dis pas de bêtises, c'est sur 2 endroits différents et une donnée off-site. Donc si on fait le mix entre des snapshots et des volumes Restic ou Copia, finalement on arrive à s'en sortir, à respecter cette règle. Par contre, il y a quelques mais à faire, en effet, à faire attention. C'est quand vous commencez à jouer avec les différents types de backup, il faut faire attention à l'opt-in et l'opt-out, les include et les exclude, parce qu'il y a une espèce de matrice qui fait que ça ne va pas marcher tout le temps. Donc, typiquement, si on a du l'opt-in et de l'include, il va dire attends, tu me dis de sauvegarder tel volume par Restic, mais moi, du coup, je ne vais pas faire de snapshot de ces données. Enfin, voilà. Donc sachez, faites attention à ça. Je ne sais pas quelle heure il est. 10 minutes. Voilà. Du coup, moi je conseille de faire les deux, par défaut opt-out et avoir du snapshot pour le court terme et du S3 pour le long terme. Après, pour le file system backup, on a Restic ou Copia. Je vous renvoie sur l'URL, là, il y a des tests de performance qui sont en cours. Sachez que Restic, dernièrement, il y a eu quand même pas mal d'améliorations. On va parler un peu des hooks, parce que là c'est simple, voilà, je fais des backups, c'est assez simple. Sachez que dans certains cas, vous avez besoin de faire des actions avant ou après backup, ce qu'on va appeler les hooks, avec des annotations sur les pods. Et en général, on va surtout l'utiliser quand on va faire des backups de bases de données. Il y a des gens qui mettent des bases de données dans Cube, ça existe.
Donc on va dire la commande qu'on veut exécuter avant, éventuellement sur un conteneur spécifique. Voilà, qu'est-ce qui se passe sur error, etc. En général, ouais, quand on parle de hook, pas très loin, il y a les bases de données. Donc je vous invite à faire des hooks sur les bases de données, sur voilà, une espèce de MySQL dump, PG dump, etc. Sachez que, bon, je pense que tout sysadmin qui fait des backups de bases de données sait que ça peut friser l'appli à un moment donné. Donc on prend des vieux réflexes d'admin, on va faire les backups sur un réplica. Ou si vous n'êtes pas chaud, faites ça encore ailleurs, ne mettez pas ça sur Cube, ou bien faire de services managés. OVH, ils ont plein de services managés sur les bases de données. Et dernier truc, sur les bases de données, je me suis dit, ok, c'est sympa, mais il y a peut-être un endroit où il y a des règles propres pour faire des backups de tel type d'application de base de données. Donc là, je vous invite à aller voir Canister, en fait, qui a tous ces blueprints-là, et c'est utilisé par Kasten notamment. Comme ça, au moins, on triche un peu, on va voir ce que font les autres et comment ils font proprement la sauvegarde et éventuellement la restauration. J'enchaîne. Donc là, on a vu un peu comment ça fonctionnait les backups. Moi, j'ai utilisé pour le cas d'une migration cloud. Donc, d'après tout ce que je vous ai dit, c'est assez simple de faire une migration parce qu'on a le backup sur le bucket S3, la restauration depuis un bucket S3. Donc, j'ai à gauche mon cluster A, à droite mon cluster B. En fait, on est quasiment ISO. On prend, on copie, on colle, et puis ça marche. Bon, il y a quand même quelques points à faire attention. Premier point, forcément, la bascule DNS. Quand on fait la migration, c'est le nerf de la guerre. Attention, si vous êtes sur des clusters différents, c'est possible, mais je ne le conseille pas. On peut exclure certaines ressources. Donc, typiquement, je fais beaucoup de tests sur des clusters de dev. Il y a des ressources que je n'ai pas besoin de reprendre, notamment les certificats. Et un truc qui est très utile, c'est le changement de classe de stockage. Donc quand vous changez de cloud provider, vous n'avez forcément pas la même classe de stockage. Et donc ça change ça à la volée. Donc c'est très pratique. Donc ça c'est cool, ça marche. Par contre, ça va bien migrer vos manifestes, mais en fait ça va être assez long pour la réhydratation des données S3. Donc j'ai regardé, je me dis mais comment je pourrais faire parce que c'est assez long. Et on voit ici là, les fameux warnings, je dis mais comment je peux faire pour être au plus près entre la source et la destination. J'ai cherché, et le seul truc que j'ai trouvé assez potable, c'est un super outil vachement hype, vachement cloud native qui s'appelle AirSync. L'idée c'est que je fais une première restauration complète, et après je fais du AirSync sur les volumes. Comme ça limite mon temps de downtime. Alors vous allez dire, ouais, AirSync, c'est SO 2000, comme certains disent. Bon, j'ai cherché, puis je n'ai pas trouvé mieux. J'ai discuté avec des collègues, et un qui était à la Red Hat Summit aux États-Unis, qui me dit ouais, mais OpenShift, ils ont un super outil qui fait ça, ils ont migré des clusters OpenShift, etc., avec une super application qui s'appelle OpenShift MTC. Je dis c'est génial, mais comment ça marche à l'intérieur? J'aimerais bien savoir. Donc on revoit, ici, il y a leur truc, il y a du Velero à gauche, du Velero à droite, je dis je suis pas trop mal. Et puis ils ont leur repository, et je dis ouais, mais ok, mais comment ils synchronisent ces données-là? Comment? Voilà, AirSync. Donc je me dis finalement, voilà, mon idée n'était pas si bête. Allez, on va terminer sur quelques fails, parce que je sais qu'on aime bien les fails sur les règles. Moi, je vais aller assez vite, je crois, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Première erreur, on ne déclare pas la storage location. Donc on peut en définir par défaut, mais c'est pas forcément... c'est bête, hein, mais voilà. Premier test, le backup ne marche pas. Deuxième chose, c'est sur des timeouts. Quand on fait du backup sur plusieurs gigas ou terras de données, en fait, Restic par défaut, au bout de 2 heures, si ça prend plus de 2 heures, le truc il s'arrête. Donc c'est un peu dommage. Donc on met tous nos données sur des buckets S3, sauf que des fois, côté provider, ils vous disent attention, commencez à avoir un peu trop de données sur vos buckets S3. Et ça génère d'autres problèmes derrière quand on veut nettoyer le bucket. Là, je suis à plus d'1 million d'objets dans Bucket S3 et des fois, Velero il a du mal. Le fameux OM killed, on fait du cube, vous avez dû avoir ça assez souvent. Pensez à augmenter les request limits sur les pods. Attention parce qu'il y a et à la fois Velero et à la fois les Restic ou Copia à gérer, etc. Ce qu'il y a, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Restic, en fait, c'est un daemon set, c'est-à-dire que c'est sur chaque pod.
Donc si vous commencez à augmenter les limites de RAM, ça peut avoir des effets indésirables et ça peut empêcher enfin, ça peut mal se passer pour les autres applications. Un truc aussi, j'ai pas vu la partie garbage collector, donc c'est du Go, il y a du garbage collector sur Restic, je crois, je sais plus. Donc c'est des choses que vous pouvez régler et ça résout quand même pas mal de soucis. Encore un au niveau, on est toujours sur du backup, là, je ne suis pas sur la restauration. Quand vous faites la fameuse migration, à un moment donné, vous avez votre cluster source et cluster destination qui pointent sur le même dépôt de données. Donc faites bien attention qu'il y en a un qui soit en lecture seul et l'autre en lecture-écriture. Sinon, ça va vous poser des problèmes de lock. Et ça peut être dommage. Encore un point sur le NFS. Si vous voilà, vous avez des pods avec du read-write mini. Bon, malheureusement, OVH, désolé, aujourd'hui, ils ne proposent pas ça, donc on passe par des serveurs NFS. C'est pas forcément utile de faire les backups de vos données sur le client, faites ça côté serveur. Et dans tous les cas, si vous faites la sauvegarde sur un pod, en fait, il est assez intelligent pour dire non, mais c'est bon, j'ai déjà sauvegardé une première fois, je ne vais pas m'amuser à sauvegarder les autres pods qui partagent le même volume. Côté restauration, les annotations, important les annotations. Ça m'est arrivé de faire une restauration et il y avait un volume qui était passé à l'as, donc c'est dommage. Et pour la petite histoire, j'ai raconté ça en décembre dernier et j'ai quelqu'un qui m'a dit ah oui, en effet, on fait des backups mais on n'a aucune annotation, donc mes volumes, on ne sauvegarde pas nos volumes. Quelqu'un qui a vachement testé sa restauration. Au niveau des sélecteurs, ça aussi, on peut faire des restaurations avec des sélecteurs. Il m'est arrivé à un moment donné où je veux restaurer juste une base de données d'une application complète. Donc je me dis, ok, tiens, je fais l'app MariaDB database. Sauf que ça ne restaure qu'un truc et ça ne m'a pas restauré tout le tour. Donc j'avais pas les services accounts, j'avais pas les secrets, j'avais pas les services. Il y a plein de trucs que j'avais pas, ce qui fait qu'en fait, je ne marchais pas trop, quoi. Données corrompues, ça on en a parlé, mettez bien des hooks, ça arrive parce que quand vous faites un backup de base de données, un gros targz de /varlib MySQL, ça ne marche pas tout le temps. Donc pensez aux annotations, faire un dump à côté. Aussi, si vous faites des dumps, ne le faites pas sur le même volume que vous avez de vos données, bien sûr, logique. Et aussi, si vous êtes un peu frileux, que vous ne voulez pas restaurer ça directement, que vous voulez récupérer le dump pour le mettre ailleurs, vérifiez que vous pouvez le récupérer. Et le dernier qui m'est arrivé, c'est mon préféré, c'est les stateful qui disparaissent. Qu'est-ce que c'est que ça? On fait une restauration, tout est là, mon pod il démarre, sauf qu'à un moment donné, mon pod il crache ou je décide de le redémarrer, de le tuer moi-même, et il ne redémarre pas. Pourquoi? Parce que Velero, il y a un bug quelque part, je n'arrive pas à savoir pourquoi, qui fait que le pod a été restauré, mais le stateful set qui est associé à ce pod-là n'est pas là. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Ça fait que ça ne marche pas bien au prochain upgrade ou quoi. Donc mon conseil, c'est quand vous faites une restauration, réappliquez les manifestes derrière pour s'assurer que tout est là. Vu que normalement, il y a la boucle de réconciliation et tous ces trucs-là, ça devrait mieux se passer. C'est bon, j'en ai pas perdu là. Dernier point, sachez que en fait, on peut rajouter d'autres choses sur la partie Velero, donc un peu de monitoring. Donc je sais que dans la salle, il y a des fans de Grafana et Prometheus. On peut activer les services monitor et monitorer vos backups parce que ça reste une application comme une autre et une application non monitorée, c'est une application qui ne part pas en prod. Derrière, on a des beaux tableaux de bord pour nous dire ah, super, il y a ce cluster-là qui est pas sauvegardé, il y a des fails, etc. Donc allez voir là-dessus. On peut avoir des super alertes après. Bon, après, être réveillé à 10 heures de mat parce que mon backup s'est pas bien passé, ça, je vous laisse voir si c'est utile. Dernier point, je crois, il est possible aussi de mettre des policies. Donc, je ne sais pas s'il y en a de vous qui connaissent Kyverno, qui est un outil assez sympa. Donc, ça vous permet de valider que vos backups, que la déclaration de vos backups sont propres. En dernière en date, ça va être sur la partie, ce qu'on a fait pour mon client, c'est la partie justement base de données, s'assurer qu'on a des hooks, s'assurer qu'on a un volume dédié pour les backups. Donc comme ça, je ne déploie pas d'application stateful base de données qui n'a pas ces données-là, ces règles-là. Bon, j'en ai terminé. Sachez que tout ce que j'ai dit là, en fait, vous allez retrouver dans la doc
officiels. Donc il y en a un peu partout. Donc pensez à bien lire, à gratter ce qu'il y a là-dessus. Il y en a un peu partout. Vérifiez l'état de vos backups et surtout de vos restaurations. Et si jamais c'est un peu compliqué parce qu'il y a des trucs un peu touchy ou quoi, voilà, ce Kubernetes c'est très bien, c'est pas forcément la réponse à tout. Donc pensez au service manager, ça tombe bien, on est au bon endroit ici. Et sachez qu'il y a plein de gens qui utilisent Velero sans le savoir. Quand vous êtes sur du Tanzu, c'est du Velero. Quand vous êtes sur l'OpenShift, il y a des solutions avec du Velero. Ma boîte Accenture, on utilise du Velero. Vous sûrement, j'espère. Et je crois que j'en ai fini. Donc si vous avez des questions, si on a le temps, tant mieux. Sinon, je vous remercie et puis je vous dis une bonne journée. Merci beaucoup, Rémi. On peut se prendre 5 minutes de questions s'il y a des questions dans la salle. Je ne suis pas très fan, mais vas-y. Vous avez il y a des questions. Ouais, j'ai dit, tu as des stickers aussi à l'entrée, pour ceux qui s'intéressent. Alors. Bonjour, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Je voulais juste partager très rapidement un petit retour d'expérience sur les backups et les restores, un peu de mes fails, et voir avec plaisir. Si on s'y retrouve. En fait, est-ce qu'avec Velero, on a des problèmes de file permission avec le pod qui fait le backup et en fait qui crée des fichiers avec des file permission différents que par exemple un Nextcloud? Parce que moi j'ai eu ça avec un autre outil. Non, j'ai pas eu ce problème-là. En fait, c'est quand tu fais ce genre de... Alors, soit tu fais un snapshot bas niveau, donc c'est... Non, c'est plutôt avec Restic. Par contre, sur la partie Restic, j'ai pas eu ce problème-là. Sur toutes les restaurations que j'ai faites, j'ai pas eu de problème de droit. Ok. Et puis, tu parlais aussi d'utiliser Open... comment ça s'appelait Swift. Et en fait, il y a un problème que Restic ne fonctionne pas avec les cold storage. Par exemple, sur OVH, j'ai testé avec le cold storage et en fait, alors j'ai pas encore testé en effet la partie cold storage. Il y a toute une problématique là-dessus, c'est que quand tu fais ton dépôt Restic sur du S3, ça va. Mais après, quand ton S3, tu as des règles de rétention, en effet, que tu passes sur du stockage à froid. Ouais. Et je crois que tu as le même problème chez Scaleway. Faut faire attention parce que c'est la moitié des données qui va être déportée, quoi. Donc, aujourd'hui, je fais pas ça, mais s'il y a quelqu'un qui a une réponse pour, s'il y a une solution à ça, je suis preneur aussi. Dans Restic, il y a une pull request mais qui n'est pas encore mergée, qui va faire que la metadata va se trouver dans le hot storage et puis le snapshot lui-même dans le cold storage parce qu'il est plus long en fait à être disponible. Et voilà. Et puis, dernière chose, moi par exemple dans mes backups, ce que je faisais, c'est je créais les PVC en dehors de mon Helm chart parce que je trouvais que c'était plus facile comme ça, parce que sinon le Helm, quand je réinstalle le chart, en fait, il essaye de supprimer les PVC. Et donc, est-ce que toi, tu as des retours par rapport à ça ou... J'ai pas eu ce genre de problème là-dessus. Okay. Aujourd'hui, j'ai pas eu à supprimer l'application. Ok. Merci. Merci à toi de ton retour. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va en prendre une ou deux. Je voulais peut-être juste compléter que par rapport à ton retour sur les quotas du nombre de volumes, ça a été réglé depuis. Donc aujourd'hui, vous pouvez backuper jusqu'à au total 20 fois le nombre d'instances que vous avez dans votre projet public cloud. Donc c'est plus bloquant. Je remercie, ça a été fait en effet de concert. Exactement. Merci Maxime. On conclut comme ça. Bon. Merci encore Rémi et bonne journée à tous. Merci à vous.